Bonsoir à tous. J'ai l'honneur de commencer cette soirée. Merci Cécile pour l'invitation. Donc je vais vous faire un petit point épidémiologique sur l'épidémie qui est en cours, sur la coqueluche. Je verrai mieux d'ici. Alors au niveau de un point de situation internationale, alors cette épidémie de coqueluche, en fait, elle a commencé en début 2023. Il y a eu des premiers signes de circulation de cette bactérie en Europe du Nord. D'abord, ça a été le Danemark et la Croatie qui ont fait état d'une augmentation du nombre de cas. Donc eux, ça a commencé en 2023 et ils commencent juste à avoir une diminution du nombre de cas. Ensuite, cette épidémie, elle a touché de nombreux pays. Elle s'est étendue sur tout le reste de l'Europe, notamment donc, en France, où donc les premiers signaux étaient captés en juin 2023 et on en a parlé plus activement à partir de avril 2024 où là on a vraiment eu une accélération du nombre de cas. Ensuite, voilà, c'est une épidémie au niveau mondial. On a eu de nombreux pays, la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, voilà, qui ont fait donc la une dans les nombreux magazines et journaux d'information. Donc l'épidémie s'est rapprochée, donc elle a touché donc l'Australie. Donc il y a eu des messages d'alerte dès mars-avril 2024. Et ensuite, donc c'est Tahiti qui a été touché donc en juin 2024. Donc on s'attendait à avoir cette bactérie qui était de retour sur le territoire, ce qui s'est fait en juillet 2024. Alors, un bref rappel sur la coqueluche que vous connaissez sûrement très bien. Donc, la coqueluche, c'est une maladie qui est induite par une bactérie principalement. Donc, c'est Bordetella pertussis. Et aussi, donc, on parle de Bordetella parapertussis qui induit un syndrome qu'on appelle plus coquelucheux. Parce que les anglophones appellent Bordetella pertussis. Dans le langage courant ils parlent même de pertussis. Ou de whooping cough plus largement. Donc, ces deux espèces, elles ont bien sûr des homologies avec un génome qui est très proche. Il y a 80-90% d'homologie génétique. Avec voilà, une incubation donc, qui est similaire, parfois un peu plus courte pour parapertussis, et un R0 à 15-17. Donc on est sur une maladie qui est extrêmement contagieuse lorsque l'entourage n'est pas immunisé. Donc la phase catarrhale, donc de 1 à 2 semaines, puis la phase paroxystique qu'on retrouve chez ces deux bactéries. Alors Bordetella pertussis, donc c'est elle qui est responsable de ces formes graves qui sont redoutées, et c'est pour cela que cette infection est suivie des formes graves, puisqu'elle va sécréter une toxine, la toxine pertussique, que parapertussis ne sécrète pas. Donc parapertussis, elle va donner donc, des signes cliniques similaires, souvent moins sévères. On peut retrouver ces quintes de toux, donc au niveau clinique, il est parfois très compliqué de les différencier. Les complications sont beaucoup plus rares. Alors, on peut avoir des hospitalisations. On a eu quelques nouveau-nés qui ont été hospitalisés pour des cas de parapertussis. Mais cette maladie n'est pas surveillée comme pertussis. Dans nombreux pays, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, en Nouvelle-Calédonie, c'est une maladie à déclaration obligatoire. En Australie, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Aux USA aussi. En métropole, ça ne l'est pas, donc c'est un choix qui a été fait. Elle est surveillée de très près par des réseaux de surveillance, Renacoc par exemple, mais elle ne fait pas l'objet d'une déclaration obligatoire. Alors pertussis ne fait pas l'objet de déclaration obligatoire non plus en Nouvelle-Calédonie. Elle est peu suivie quand on regarde sa circulation. On retrouve moins de documents. Alors on sait qu'il y a une circulation en métropole actuellement, mais elle fait moins parler d'elle. Donc pour en revenir à notre épidémie en Calédonie, comme je vous l'ai dit, l'épidémie a commencé en juillet, mais en fait on a capté des premiers cas, là, les cas en rouge. Ça c'était des cas importés, c'était des gens qui rentraient de voyage, il y en a qui rentraient du ski en février, je me souviens, une famille. Donc on a diagnostiqué d'autres familles qui rentraient du Japon. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait des cas autochtones de gens qui n'ont jamais quitté le territoire qui présentent cette maladie. Donc, donc la comptabilisation des cas, donc jusqu'à la semaine dernière, on était alors de cas confirmés, donc c'est des cas confirmés en PCR. On avait 95 cas de pertussis et 27 cas de parapertussis. C'est pour ça que j'ai voulu parler pertussis parce que on a été assez surpris de retrouver parapertussis. Donc la PCR qui est utilisée au laboratoire détecte ces deux bactéries. Donc au final, ça permet de faire la différenciation. Donc on a eu une augmentation progressive des cas avec quand même un pic qui a été marqué
en septembre. Mais les autres pays qui ont été donc touchés bien avant nous relatent en fait une sorte de plateau qui va être évolué en dents de scie, qui peut aller même jusque sur 1 an. Donc c'est des circulations qui sont longues et surtout c'est une circulation qui n'est pas liée à une saisonnalité. C'est vrai que les virus respiratoires, comme la grippe, le VRS en Nouvelle-Calédonie, il y a quand même une saisonnalité qui est marquée. Et les épidémies de coqueluche n'ont pas lié à une saisonnalité. On peut avoir des épidémies de coqueluche en plein été dans des pays tempérés. À ce stade de l'épidémie, on n'a eu que 7 cas hospitalisés. Beaucoup moindre qu'à nos voisins tahitiens. Donc il y a eu donc des tout petits qui ont été hospitalisés. Ça, je reviendrai sur plutôt la répartition des cas. Alors je parle de double épidémie, donc c'est une épidémie de coqueluche, mais qui est liée finalement à deux bactéries qui restent distinctes. Alors est-ce qu'on est en phase de plateau ou est-ce qu'on a atteint ce plateau ou pas? Donc ça, on suit ça de très près, l'avenir nous le dira. Et je vous disais, la durée de cette épidémie, on est assez pessimiste. On pense qu'on va avoir une circulation quand même qui va durer au moins 1 an. En tout cas, classiquement, ce sont des épidémies qui sont assez longues. Et les pays qui ont été touchés avant nous ont eu ce constat. Alors la répartition géographique des cas en Nouvelle-Calédonie, donc sur les cas de coqueluche, bien sûr une localisation sur Nouméa, Grand Nouméa. On a la majorité des cas. Et surtout, on a eu un très gros foyer à Lifou. On a eu vraiment des familles extrêmement touchées. Et après, quelques cas... alors bon, il y a des zones où il n'y a pas de cas reportés, mais on pense qu'en fait, il n'y a pas eu de tests. Je pense que toute la population, cette bactérie a diffusé sur toute la Nouvelle-Calédonie, plus ou moins. Donc voilà, il y a peut-être les déserts médicaux où les gens vont consulter moins et sont moins prélevés. Alors, la répartition des cas, c'est une maladie quand même qui touche principalement les tout-petits. Mais donc là, on voit qu'on a un pic sur la tranche des 5-9 ans. Et on va donc, bien sûr, toutes les catégories d'âge sont touchées sur des gens même plus âgés. Alors, ce qui est étonnant, donc, lors de l'investigation des cas, je reviendrai après, au début de l'épidémie, donc tous les cas étaient investigués, donc on appelait les gens. Et donc on leur posait un nombre de questions, et notamment s'ils connaissaient leur statut vaccinal. Et on s'aperçoit par exemple chez les enfants qu'il y a eu ou même chez des adultes, des gens qui avaient un statut vaccinal contre la coqueluche, qui était un schéma qui était complet, et qui ont quand même développé une coqueluche. Donc c'est quelque chose d'assez surprenant parce que ça représente quand même un certain nombre de cas. Donc souvent les gens ne comprenaient pas pourquoi ils avaient la coqueluche alors que leur enfant avait été vacciné complètement. Je reviendrai peut-être sur les hypothèses qui pourraient expliquer cela. Alors le suivi de l'épidémie, donc là je vous ai parlé, donc nous c'est l'iceberg, ce qu'on voit c'est les 95 cas, c'est tout en haut. Bien sûr cette épidémie elle est bien plus importante avec donc tous les cas symptomatiques qui ne sont pas déclarés ou pas aussi symptomatiques. Alors on essaye, donc il y a une étude qui est en cours, on essaye d'estimer finalement l'ampleur de cette épidémie parce qu'on sait qu'on est bien largement au-dessus d'une centaine de cas. Alors on a regardé la consommation des antibiotiques principaux utilisés pour traiter cette infection ou en chimioprophylaxie qui sont l'azithro, la claritro et le Bactrim. Et on voit bien quand même qu'il y a eu une augmentation là, en août-septembre quand même de la consommation de l'azithromycine. Donc voilà, ça a été largement prescrit. Alors bien sûr, ce sont des antibiotiques qui ont d'autres indications que le traitement de la coqueluche, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se décroche. Et aussi au niveau donc, des vaccins, on a regardé les vaccins dont la coqueluche fait partie des valences. Donc là, c'est la somme de ces vaccins. Pareil, on voit qu'il y a une reprise de l'activité vaccinale des vaccins utilisant la coqueluche à partir de juin. Donc ça, la bonne nouvelle, nos messages de communication sont quand même passés. On a été réceptifs au niveau des professionnels de santé. Je reviendrai un petit peu sur les indications de cette vaccination, mais on voit qu'il y a eu quand même ce décrochage. Donc ça permet donc de suivre un petit peu cette face cachée de l'iceberg. Pour revenir sur les actions donc, du service de santé publique, donc, quand ces cas sont déclarés, alors on les range pas dans un tiroir, les feuilles, surtout en début de phase épidémique. Donc on va dire ce début où là, il y a ce bruit de fond. Donc là, c'est là où on essaie de mobiliser la plupart de nos efforts. Comme je vous le disais, les cas, toutes les personnes, donc les cas sont rappelés un par un. Donc on va essayer de comprendre comment ils se sont infectés. Alors bon, voilà, s'il y a une notion de voyage, s'ils sont vaccinés, et surtout donc s'ils ont été traités par rapport à leur profession, s'il y a des personnes à risque dans leur entourage. Des fois, il y a des gens qui ont des nouveau-nés dans leur entourage. Donc on les incite à aller revoir leur médecin
médecin traitant. Bien sûr, s'ils ne l'ont pas vacciné, que l'entourage soit vacciné. Donc à ce niveau à ce stade de la courbe épidémique, on essaye d'écraser, donc de ralentir bien sûr l'arrivée, de communiquer aux professionnels de santé. Donc voilà, c'était vaccinez-vous, attention, la coqueluche est sur le territoire, pour que vous soyez au courant de si vous avez des patients qui présentent un syndrome clinique compatible, ça peut vraiment être la coqueluche, et de ne pas hésiter à les prélever, de leur faire un test PCR au laboratoire, puisque c'est un diagnostic comme sur une infection respiratoire, et c'est pas toujours simple de le distinguer d'autres infections respiratoires, puisqu'il y a d'autres virus qui peuvent donner aussi parfois des premiers signes cliniques similaires. Ensuite, la phase, quand on est dans cette phase, on va dire, de pic ou de plateau, là, on ne rappelle pas tout le monde. Alors, on va se concentrer plutôt sur les cas dans les zones où il n'y avait pas encore jusque-là de cas déclarés. On va maintenir une veille, une communication et ensuite suivre aussi les capacités de laboratoire. Donc là, les laboratoires arrivent toujours à faire des tests PCR, mais jusqu'au moment où peut-être ils ne pourront plus. Donc là, on adaptera les stratégies diagnostiques pour les réserver, bien sûr, aux formes hospitalisées, aux cas graves, pour quand même maintenir une surveillance. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a eu des actions de communication par la DAS via notre newsletter. Voilà, on a repris bien sûr les indications, les traitements à utiliser, les gestes barrières à mettre aussi en place, les évictions aussi qui sont recommandées. Bien sûr l'indication donc de la vaccination. Donc notre campagne a porté beaucoup sur l'intérêt de la vaccination. Donc c'était ce début, en fait, ces premiers mois où où l'épidémie n'était pas encore bien installée. Ça a permis de gagner du temps et de revacciner surtout la population qui a été visée, parce que, donc, comme je vous l'ai dit, la coqueluche, le grand risque, c'est les nourrissons avec ces apnées, ces dépressions et le risque de décès. Pour rappel, il y a quand même eu 35 décès en métropole qui ont été comptabilisés. Donc c'est une maladie qui tue. Et le meilleur moyen, c'est d'être vacciné et que les femmes enceintes se vaccinent pour transmettre les anticorps à leur nouveau-né, puisqu'ils ne pourront pas être vaccinés tout de suite. Donc il y a ces 3 premiers mois où ils vont être fragiles et exposés à cette bactérie. Donc cette vaccination, elle est conseillée à chaque grossesse. Souvent, il y a des femmes enceintes qui ont été vaccinées sur leur premier enfant 2-3 ans avant. Non, on conseille vraiment de la refaire à chaque grossesse. Aussi, alors il y a certains cas où la vaccination n'a pas pu avoir lieu avant l'accouchement. Donc c'est de vacciner avant la sortie de la maternité et de proposer un vaccin à l'entourage. Alors au niveau de la vaccination des parturientes, on n'est pas très bon. En France, on pense qu'il y avait à peine 25% des parturientes qui étaient vaccinées. Et en Australie, donc ils sont quand même meilleurs. C'est les anglo-saxons, ils suivent plus les recommandations. Mais ils avaient quand même 80% des parturientes australiennes qui étaient vaccinées. Donc là, il y a quand même des efforts à faire. C'est pour ça qu'on a vraiment axé la communication sur la vaccination des femmes enceintes et des professionnels de santé. Puisque souvent, certains sont à jour sur les fameux rappels 25, 45, 65 ans. Mais les professionnels de santé, on recommande un rappel tous les 5 ans. Les 5 ans, parce que l'immunité vaccinale, je vais en parler après, elle diminue quand même rapidement. Alors là, j'avais juste fait alors c'est vrai que c'est un petit peu petit, les 3 vaccins qui sont sur le marché, qui contiennent la valence de la coqueluche, donc Lexion, Boostrix, Tetra et Repevax. Donc Lexion, qui est hexavalent, mais qui va contenir la coqueluche. Alors la coqueluche, en fait, on va avoir plusieurs antigènes dans le vaccin. Alors pour Lexion, par exemple, il n'y aura que 2 antigènes, et pour le Repevax, on aura jusqu'à presque, avec les film 2, film 3, on aura 5 antigènes. Donc bon, c'est un quadrivalent, mais avec 5 antigènes dirigés contre la coqueluche. Parce que je reviendrai sur ce point, sur les compositions des antigènes. Alors, pour terminer, pourquoi cette flambée ? Alors en Nouvelle-Calédonie, la dernière épidémie de coqueluche qu'on a eue, c'était en 2017-2018. Habituellement, les épidémies de coqueluche, elles ont lieu tous les 4-5 ans. Donc c'est vraiment un cycle. Donc logiquement, on aurait dû avoir notre épidémie en 2021. Mais bon, vous savez ce qui s'est passé en 2021. Tout a été décalé. Et c'est pour ça qu'en fait, on a eu en fait un cycle beaucoup plus long qui a été décalé par rapport au Covid, aux gestes barrières et aux mesures d'isolement qui ont été mis en place pendant ces périodes de 2020 à 2021. Donc on a eu une période beaucoup plus longue entre la dernière épidémie de coqueluche et celle de maintenant. Donc finalement, le booster naturel
ne s'est pas fait, ou en tout cas il s'est fait avec un temps beaucoup plus long. Je vous disais que l'immunité finalement elle tenait pas si longtemps que ça, donc voilà, au-delà de 5 ans on peut avoir vraiment une baisse en anticorps vraiment notable. Donc là, c'est vraiment la première théorie, c'est ces cycles longs qui font que on va se retrouver avec beaucoup de gens qui ont eu une baisse de leur taux d'immunité, et puis des personnes qui n'ont jamais été exposées à la coqueluche, donc qui vont se retrouver voilà, exposées en première ligne. Ensuite, on pense qu'il y a eu aussi une évolution des souches bactériennes. Il y a quelques études qui commencent à ressortir. Alors sur certains antigènes qui sont très immunogènes, FIM2 et FIM3, qu'on retrouve dans le Repevax par exemple. Donc il y a eu des changements là sur FIM2, et on pense que ça induit donc une immunité un petit peu différente, et qu'on avait des anticorps, donc les gens avant Covid avaient des anticorps anti-FIM3, et maintenant donc ils seraient moins bien immunisés contre les FIM2 qui sont présents et un peu modifiés sur les souches circulant actuellement. Il y aurait une modification aussi sur un autre antigène, la pertactine. Après, ce qu'on pense, c'est qu'il y a une efficacité donc moins bonne des vaccins, parce que je vous l'ai dit, il y a des enfants qui ont été vaccinés des schémas complets, donc qui ont quand même développé des coqueluches. Est-ce que c'est des enfants qui étaient à 4-5 ans de leur rappel? Donc là, il y a pareil, des études à grande échelle qui sont en cours pour comprendre, est-ce qu'il y a aussi des différences entre les vaccins? C'est une question qu'on peut se poser, parce qu'ils n'ont quand même pas tous le même nombre d'antigènes. Donc on peut s'attendre, on a des antigènes qui sont plus ou moins immunogènes, donc à une réponse immunitaire différente par rapport à chaque vaccin. Donc ça aussi, c'est une hypothèse. Et ensuite aussi, la dernière hypothèse, c'est ce que la couverture vaccinale est moins bonne. Donc je vous disais déjà que les femmes enceintes n'étaient pas bien vaccinées. Il y a une étude récente sur la couverture vaccinale, en tout cas sur l'immunité coqueluche. Voilà, en France, on est à 38% des jeunes à 29 ans qui sont immunisés. Et pareil, avec l'âge, on voit qu'on a une diminution. Et pourtant, c'est une classe d'âge qui se retrouve... Alors, souvent, c'est des grands-parents, ils se retrouvent dans le cocooning, et ce sont des personnes qui ne sont pas immunisées. Donc, alors, ils peuvent être à même déjà pour eux de développer une coqueluche. On peut quand même... Il y a des gens âgés aussi qui développent des formes graves, mais aussi de les transmettre aux tout petits, à l'entourage. Donc, c'est en arrêtant, donc voilà, en étant à jour de cette vaccination, on va peut-être limiter, en tout cas amoindrir cette épidémie qui est en cours. Alors, juste pour terminer, je vous ai parlé donc de nos lettres de communication, donc la newsletter DAS. Alors, je sais que tout le monde n'est pas inscrit malheureusement dessus, donc je vous encourage à vous inscrire, comme ça vous recevrez nos bulletins d'information. On essaie de faire un bulletin en général minimum chaque mois. Après, bien sûr, s'il y a d'autres situations sanitaires, on communique un petit peu plus. Donc, je vous ai remis le lien, voilà, au cas où vous ne serez pas inscrit sur cette newsletter. Je vous remercie de votre attention. Au revoir. C'est où? Alors bonsoir. Merci pour cette présentation. Là, ça va être, moi, je vais vous faire travailler un petit peu. Ça va être un peu un cas clinique surprise. Donc, pas très rapide, mais pour vous stimuler un petit peu et voir. Je vais vous poser quelques questions. Monsieur O, 35 ans, HSH avec plusieurs expositions à risque, multipartenaires, pas d'antécédents. Il se présente aux urgences, donc c'est à Toulouse. Donc je vous amène à Toulouse. Il a voyagé 2 semaines à Barcelone pour la Gay Pride avec des prises de risque au niveau sexuel. Et il est revenu depuis 2 semaines et il y a quelques jours, il est apparu une fièvre et un exanthème avec des lésions pustuleuses diffuses prédominant au niveau des organes génitaux externes, de la marge anale, au niveau du cuir chevelu et en péribuccal. Il présente aussi des adénopathies inguinales douloureuses. Et donc, il se présente aux urgences. C'est le soir, la nuit, je crois. Avec ce tableau. Clinique. Donc, quel diagnostic suspectez-vous? Et quels examens allez-vous
proposer à ce patient. Oui. Ouais. Donc c'est la première hypothèse. Donc c'est des lésions qui sont quand même assez atypiques. On fait un bilan d'IST complet. C'est ce qui sera proposé en tout cas en première intention. Donc au niveau du bilan biologique, vous faites TPHA VDRL, ouais. VIH. VHC, VHB, chlamydia, gono. Voilà. Donc la NFS qui est faite est normale. Il y a un petit syndrome inflammatoire. La PCR chlam-gono qui a été faite sur le premier jet urinaire revient négative. Il y a eu aussi un dépistage multisite qui ne montre pas de portage de chlam-gono. La PCR HSV qu'on pouvait attendre positive, notamment par rapport aux lésions et aux localisations, est négative, et la sérologie syphilis est négative. Donc dans ce contexte, quel autre pathogène peut être suspecté compte tenu du contexte et des signes cliniques? Si on doit aller plus loin. Monkeypox, oui, c'est ça. Donc là, on suspecte une infection à monkeypox virus, et je ne vous l'ai pas dit, et ça aide. On est en 2022. On est à l'été et effectivement, ce patient se présente aux urgences avec ce tableau et au final, il n'est pas du tout suspect. C'est un cas assez typique qui s'est présenté aux urgences de Toulouse et rapidement, il est pris en charge. On lui demande on lui fait faire des prélèvements de PCR monkeypox virus qui sont envoyés au laboratoire parce que c'est le principal diagnostic qui était évoqué vu le contexte en 2022. Donc, pour rappel, il y avait eu une newsletter de la DAS par rapport à ça. Donc, je vais me permettre de vous la rappeler. Pour la conduite à tenir devant un cas probable de monkeypox virus, donc les définitions. Donc, un cas probable va être un cas clinique avec des signes cliniques évocateurs d'une infection à monkeypox virus, notamment les éruptions cutanées qui arrivent en une poussée, qui peuvent être très diffuses, il peut y avoir une liaison, il peut y en avoir une centaine, ça va dépendre un peu des cas. Elles peuvent être de tout type, elles vont atteindre principalement les muqueuses génitales, les muqueuses anales ou buccales en fonction de la transmission du virus. Il y aura souvent une fièvre associée, à plus de 38, et aussi des adénopathies qui sont le plus souvent douloureuses. Et pour être un cas probable, il faut au moins un critère épidémiologique avec, c'est-à-dire à l'interrogatoire, demander s'il y a une conduite à risque, s'il y a un contact avec un cas confirmé ou un cas probable, une personne qui a été exposée au monkeypox virus, ou s'il y a eu des pratiques sexuelles à risque dans les semaines qui ont précédé. Donc là, c'est le cas de ce patient. Pour rappel, il y a le site sur le site de la DAS où vous avez toutes les informations qui sont proposées. Voilà quelques exemples de lésions qui sont totalement atypiques et qui peuvent être très polymorphes avec des vésicules, des pustules, des éruptions maculopapuleuses. On peut avoir un exanthème maculopapuleux au niveau du tronc, des dépôts blanchâtres au niveau de la gorge et des ulcérations qui peuvent également être observées. Donc on peut avoir tout type de lésions avec une différente datation. Le plus souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il y a quand même une poussée une seule poussée quelques jours après la fièvre, 3 jours après la fièvre. Les diagnostics différentiels qui vont être à évoquer, notamment par rapport à l'aspect de ces lésions, il va y avoir la varicelle, avec une éruption vésiculeuse assez généralisée, le syndrome pied-main-bouche, avec le coxsackie-virus, le bouquet herpétique également, mais ça peut aussi faire évoquer les syphilites palmaires dans le cadre d'une infection d'une syphilis secondaire, avec des éruptions aussi maculopapuleuses qu'on peut retrouver au niveau génital. Et également, dans le diagnostic différentiel, il faut aussi évoquer les dermatoses bulleuses, soit non infectieuses, soit d'origine auto-immune, qui peuvent avoir des aspects dermato proches d'un tableau de Monkey.
Alors, quelle va être la conduite à tenir devant ce patient qui est suspect de monkeypox virus? Il se présente aux urgences, on lui évoque... Le diagnostic, il est essentiellement clinique. Hein. On peut le confirmer biologiquement, mais il est essentiellement clinique. Qu'est-ce qu'on va faire et comment qu'est-ce qu'on va proposer à ce patient et qu'est-ce qu'on va surveiller? Alors, la conduite à tenir devant un cas de suspect de monkeypox virus au niveau du territoire. Donc, ça a été un travail de collaboration avec le CHT, avec la DAS notamment, et le laboratoire. Devant un cas suspect d'une infection à monkeypox virus, on ne voit pas très bien, mais il faut appeler l'infectiologue d'astreinte. L'infectiologue d'astreinte qui lui, effectivement, à l'interrogatoire, va définir si on est dans un cas probable, suspect, ou si on n'évoque pas du tout une infection à monkeypox virus, auquel cas on va s'orienter sur le diagnostic différentiel et à ce moment-là chercher les autres pathologies dermatologiques. Si on est face à un cas probable, c'est une maladie à déclaration obligatoire, donc il va falloir alerter la DAS, les prévenir, parce que derrière, il va y avoir une enquête et un interrogatoire du patient. Et derrière, on va, donc le plus souvent, hein, après quand l'épidémie est en place, effectivement, ce sera moins le cas, mais là, on est sur un cas probable. Il va falloir confirmer le diagnostic. Et le diagnostic, il peut être confirmé au niveau du laboratoire, mais pour ça, il va falloir faire un prélèvement qui sera fait à l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'il faut téléphoner à l'infectiologue. Ensuite, le patient va venir à l'hôpital, soit en consultation, soit en hospice en fonction du tableau clinique. Et avec, donc il va y avoir des prélèvements qui vont être faits au niveau des lésions dans un premier temps. S'il n'y a pas de lésions, on les fera au niveau respiratoire. Et nous, au niveau du laboratoire, on a un kit qu'on va donner au personnel soignant qui va réaliser le prélèvement. Il y a un milieu inactivant dans lequel les écouvillons vont être déchargés. Il va y avoir un triple emballage donc soit en salle de consultation, soit dans un hospice. Et ensuite, il va y avoir un acheminement de la biobottle jusqu'au laboratoire et le prélèvement sera pris en charge à notre niveau pour faire le diagnostic par PCR et confirmer ou pas le cas. Donc au laboratoire, donc nous on a donc ce kit qui est préétabli. Donc l'équipe est formée. Donc après l'infection Covid, donc on a quand même pas mal de personnel qui ont été formés à des prélèvements à risque. Donc il va y avoir pour le personnel soignant les protections, c'est les EPI classiques avec une protection complémentaire air contact, un masque FFP2, des gants, une surblouse pour réaliser le prélèvement en chambre seule. Et comme je vous disais, en première intention, on va essayer de multiplier les prélèvements au niveau des lésions, parce que c'est là où le virus est le plus actif. S'il n'y a pas de lésions, on fera des prélèvements au niveau respiratoire. Et derrière, après, triple emballage et diagnostic au niveau du laboratoire. Donc il faut absolument que ce circuit soit respecté. Et il ne faut pas que le prélèvement se fasse au cabinet avec un prélèvement qui arriverait directement au laboratoire ou un patient qui se présente aux urgences. Il ne faut pas adresser le patient aux urgences, il faut qu'il y ait ce circuit-là. Il y a une fiche de renseignement clinique également qui doit être complétée et c'est cette fiche qui sera transmise à notre autorité de santé pour que derrière il y ait puis une enquête. Donc, monsieur O, les PCR monkeypox virus qui ont été faits sur les lésions cutanées, il y a aussi des prélèvements au niveau de la salive et du nasopharynx qui avaient été faits vu les lésions. Elles sont revenues positives. Le patient ne présente pas de signe de surinfection des lésions cutanées, il n'a pas de signe d'atteinte au niveau des organes, pas de trouble de la vision, pas de tachycardie, il n'y a pas de signe de gravité, pas de comorbidité. Donc, qu'est-ce qui est proposé à ce patient ? Ouais, faut l'isoler. Et il faut l'isoler donc à domicile. Donc la prise en charge, elle est ambulatoire essentiellement.
Donc on ne va pas mettre de traitement, si ce n'est éventuellement voir avec lui si il faut traiter la douleur, parce que c'est ce qui est le plus à même de gêner le patient. Pas de corticoïdes, pas d'AINS, c'est du Doliprane en première intention. Et on va surtout lui proposer de s'isoler chez lui, et puis du coup pendant 21 jours, pour essayer de limiter le risque de transmettre le virus. Donc 21 jours, c'est long. Donc il peut aussi y avoir une petite souffrance psychosociale pour ces patients. Donc il faut également maintenir un contact social avec eux, les appeler tous les 7 jours, et surtout leur demander de vérifier si ils ne vont pas évoluer vers une forme grave. Donc bien vérifier si les lésions ne vont pas s'étendre, s'il n'y a pas des troubles de la vision qui peuvent arriver, ou s'il y a d'autres signes cliniques qui, à ce moment-là, pourraient justifier d'une hospitalisation. 4 semaines plus tard, Monsieur O consulte aux urgences de nouveau, avec une évolution défavorable des lésions cutanées, un aspect inflammatoire, un écoulement purulent, une persistance de la fièvre, des frissons, une tachycardie, et une instabilité hémodynamique, et des diarrhées liquidiennes profuses. Un examen manqué au moment de sa prise en charge initiale, lequel, vous l'avez cité, donc je ne vais pas insister, mais c'était la sérologie VIH. Et en fait, ce patient avait une sérologie VIH positive et surtout des CD4 inférieurs à 100. Et une charge virale assez élevée qui a justifié une trithérapie d'emblée, et également une mise sous técovirimate pendant 14 jours, puisqu'il du coup il fait partie de la population à risque, et il a mal évolué du fait de son immunité assez basse. Et ça, effectivement, c'est un oubli parce que ça a été fait la nuit. Les prélèvements ont été faits la nuit, et c'est vrai qu'ils avaient tellement l'habitude d'avoir ces cas qui se présentaient au niveau des urgences de Toulouse qu'il y a une certaine négligence, et que la nuit, ils n'ont pas demandé la sérologie HIV, et que du coup après le diagnostic est fait et on oublie, et c'est que 4 semaines plus tard qu'on lui a fait son diagnostic. Alors, rappel rapide, la transmission, elle se fait par contact direct avec les lésions cutanées. Donc c'est là où le virus est le plus actif, avec les animaux infectés également, parce que je vous rappelle que c'est une zoonose et qu'il y a une transmission de l'animal à l'homme au départ. De façon indirecte aussi avec les matériaux contaminés, la literie, les vêtements. C'est pour ça qu'on va demander aux patients, quand ils s'isolent, de couvrir les lésions et d'avoir un minimum de contact, et également d'essayer de traiter avec des crèmes et des topiques gras pour essayer de ne pas avoir de cicatrices au niveau des lésions, parce que c'est comme la varicelle, ça évolue en croûte et après ça peut laisser des lésions assez importantes, surtout s'il y a des lésions très étendues. Il y a une contamination aussi par les gouttelettes respiratoires d'une personne infectée. Donc là, justement, à l'interrogatoire, on va voir pour les personnes qui sont en contact s'ils ont été à moins de... C'est moins de... À chaque fois j'inverse, mais c'est c'est 2 heures à moins de 3 mètres. Je sais plus où j'inverse. C'est ça, ouais, 2 heures à moins de 3 mètres. Et à ce moment-là, on considère qu'on est à risque, et donc on va être surveillé. Donc juste pour rappel, en 2022, il y a eu plus de 5000 cas. Dans 95% des cas, c'était la population d'HSH, qui était une population vraiment cible. Il y a eu 80% de confirmation du diagnostic, et seulement 3% d'hospitalisation. Il existe donc un traitement qui va être indiqué sur les formes sévères, donc en cas d'immunodépression, chez la femme enceinte, chez les enfants, et en cas de lésion extensive. C'est un inhibiteur de la protéine VP37 des orthopoxvirus, donc, qui est censé marcher. Et sinon, à défaut, on peut utiliser le cidofovir et le brincidofovir sur les formes graves. Et après, je vais insister plus sur la vaccination. La vaccination, il y a une vaccination pré-exposition et une vaccination post-exposition. Donc le vaccin, sur le territoire, c'est l'Imvanex, un vaccin de 3e génération, qui va être indiqué sur la population à risque, donc la population HSH, les personnes transgenres et les travailleurs du sexe essentiellement.
C'est deux injections à 1 mois d'intervalle. Une seule injection si la personne est née avant 80 et a eu le vaccin contre la variole. Et en cas d'immunodépression, on rajoute une dose. Donc ça peut aller jusqu'à 3 doses, toujours avec 1 mois d'intervalle. Vaccination pré-exposition également avant tout voyage. En première intention sur la population à risque. Population à risque, donc oui, on va proposer une vaccination. On va également proposer une vaccination pour les personnes qui vont partir dans les zones à risque, donc notamment en Afrique centrale, dans le bassin de la République démocratique du Congo et les pays limitrophes, où il y a une circulation active du virus. Et effectivement, là, à ce moment-là, on va soit, chez les sujets à risque, proposer de décaler et voire d'annuler le voyage, soit si vraiment c'est des personnes qui doivent y aller et y travailler, proposer une vaccination. Et la vaccination post-exposition, là c'est sur l'interrogatoire, donc une fois qu'on aura un cas probable ou un cas confirmé, on va interroger les personnes qui sont à contact à risque, et là on va proposer dans les 4 jours idéalement, et jusqu'à 14 jours, une dose de... Pareil pour les personnes qui sont nées avant 80 et sinon 2 injections à 1 mois d'intervalle. Donc la première dans les 4 jours idéalement pour protéger et surveiller derrière ces patients. Alors il n'y a pas d'isolement là à ce moment-là. On va surveiller ces personnes et à la moindre fièvre ou éruption à ce moment-là, ils rentrent dans le contexte d'un cas probable. On n'aura même pas besoin de le confirmer parce que s'il a été exposé et en contact à risque à ce moment-là, on le définira comme un cas confirmé. Pour rappel, donc c'est une maladie à déclaration obligatoire. En 2022, donc je le disais, c'était essentiellement un groupe à risque. Donc c'était les HSH qui étaient touchés. Le virus qui a circulé en Europe et dans le monde, c'était le clade 2A. C'était un virus qui avait été considéré comme peu pathogène. Pour rappel, l'incubation, elle est de 5 à 21 jours et on va guérir entre 3 et 4 semaines. Et on arrête d'être contagieux quand les dernières lésions croûteuses disparaissent. Donc jusqu'à ce moment-là, il faut s'isoler. Et bien faire un bilan complet d'IST avec les sérologies VIH, syphilis, c'était un chlamygono. Et si on peut pas le faire en première intention, on le fera à la sortie de l'isolement. Mais vraiment pas l'oublier. En 2024, donc il y a une circulation active en République démocratique du Congo et dans les pays limitrophes, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi. Donc c'est un virus qui est différent, qui est potentiellement plus virulent. C'est le clade 1, alors que c'était le clade 2 en 2022. Donc l'OMS a déclaré que le risque global d'infection par ce clade 1 est faible, mais il faut quand même rester très vigilant et en particulier faire attention pour les personnes à risque. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de vous présenter ce cas pour faire un petit rappel sur cette épidémie. Et si jamais il y avait un cas qui se présentait avec des lésions suspectes, bien respecter le protocole et d'appeler l'infectiologue. Et surtout d'orienter le patient vers l'hôpital pour que derrière soit réalisé le prélèvement à l'hôpital avec le circuit correct qui a été établi avec notre autorité de santé. Voilà, et puis les liens utiles qui peuvent être que je vous mets à disposition sur le PowerPoint. Merci. Je vais vous présenter 2 sujets qu'on a extraits de notre passage à Tahiti, qui m'ont semblé intéressants. Il y en avait plein. J'ai choisi ces 2-là, ce qui en 20 minutes ou un quart d'heure, enfin plutôt 14 minutes même maintenant que mes collègues ont dépassé le temps imparti.
va être quand même un peu survolée, mais... Donc, nos collègues tahitiens ont organisé un congrès d'infectiologie qui était le premier, qui a duré une semaine, avec un format un peu spécial de 16h à 20h. Les hospitaliers finissent à 15h30, apparemment, là-bas. Et ce qui était super, ils nous ont conviés, ils nous ont proposé de venir. Donc on est 4 ou 5 du CHT à être allés là-bas. Et c'était très intéressant parce qu'on a rencontré nos collègues, on a présenté pas mal de projets, on a présenté l'antibioguide que je vous présenterai après. Emilie a fait un topo sur les nouveaux antibiotiques, on a parlé de séquençage ARN16S dans l'os, des souches de SARM dans le Pacifique, ça c'était Julien, d'épidémie de méningite en Jyostrangulus et d'antibiorésistance. Et donc c'était pas mal de proposer nos sujets là-bas, de créer des liens avec les collègues polynésiens, et surtout le gros bénéfice pour nous, c'est qu'il y avait 3 énormes pointures de l'infectiologie, je sais pas comment ils ont fait à Tahiti, qui ont été invités là-bas, le président de la Société de pathologie infection de langue française, le président de la Société de réanimation infectiologie de langue française, et puis ça c'était le docteur Castan, le professeur Rémi Gauzy, et puis le professeur Stahl, qui est une éminence en pathologie neurologique infectieuse. Donc en plus d'avoir pu les voir, on a pu nous aussi profiter d'une mise à jour, ce qui n'était pas inintéressant, surtout qu'on était en train de finaliser l'antibioguide. Donc les neutropénies fébriles, j'ai piqué toutes les diapos, ils nous les ont données, hein, à Bernard Castan, qui est le président de la SPILF. Donc quelques rappels, hein, la neutropénie sur les modèles expérimentaux ont prouvé que chez l'animal neutropénique, l'infection est plus fréquente, plus rapide, pour un inoculum plus faible, avec très souvent un point de départ digestif sur un phénomène de translocation. Il y a peu de signes inflammatoires et les décès sont plus fréquents. C'est une maladie... l'infection chez le neutropénique qui est piégeuse parce qu'il y a très peu de signes cliniques et parfois on est confronté à uniquement la fièvre comme seul élément clinique. L'examen clinique doit néanmoins être minutieux parce qu'il y a quelques pièges et quelques signes qui vont nous faire qui sont plus spécifiques chez les patients neutropéniques. Donc on examine le patient de façon complète. Évidemment le cathéter, surtout qu'il y a de plus en plus de patients qui sortent avec des PICC lines, donc qui sont quand même une porte d'entrée infectieuse peut-être plus fréquente que les chambres implantables qui étaient posées plus fréquemment auparavant. La sphère ORL doit être examinée avec minutie, en particulier pour détecter des mucites. L'examen cutané doit être précis, l'examen abdominal et pulmonaire évidemment. Et souvent on se fait avoir, tout interne à l'hôpital s'est fait avoir avec le neutropénique fébrile qui avait un abcès de la marge anale. Personne n'a vu, sauf le chef qui passe après, qui regarde que ça. Les germes, ils sont liés au site. Donc évidemment, la mucite et la sphère ORL vont être des portes d'entrée pour le pneumocoque et divers streptocoques. La peau... plutôt les staph coagulase négatifs ou les staph aureus méties ou métières, et aussi d'autres germes plus nosocomiaux. Et le tube digestif va être la porte d'entrée d'entérobactéries. La fièvre est microbiologiquement documentée que dans un cas sur 3. La fièvre est cliniquement documentée, c'est-à-dire qu'on a un diagnostic d'infection d'organes que dans 10% des cas. Et la fièvre est d'origine inconnue dans 60% des cas. Donc en gros, la plupart du temps, c'est pas ce qu'on traite, on le saura jamais. Mais néanmoins, il faut traiter vite, en ayant en tête que l'examen clinique est peu contributif, que le traitement il va être probabiliste, et que l'imagerie standard est très peu contributive, voire inutile. La question à se poser, la gestion se fait-elle en hospitalier ou en ambulatoire? La réponse elle est double, vous allez voir après. Ça dépendra du terrain, du type de pathologie, puisque de la pathologie et du traitement de la pathologie va dépendre ou va découler une durée de neutropénie et une profondeur de neutropénie, s'il s'agit du premier épisode ou d'une récidive. Donc il y a 2 catégories consensuelles qu'on a repris dans le guide des antibiotiques, c'est le bas risque et le haut risque. Pour faire simple, le bas risque il a une neutropénie de courte durée, souvent plutôt supérieur à 100 polynucléaires et peu ou pas de comorbidité, et le haut risque c'est l'autre, les comorbidités, les signes de gravité, une neutropénie qui est attendue longue et plutôt prolongée. Il y a un score aussi qui est intéressant parce qu'il est assez facile, qui s'appelle le score MASCC.
c'est un score de facteurs de risque de complications chez le sujet atteint d'une pathologie néoplasique. C'est un score qui se compte à l'envers. C'est-à-dire que plus le score est élevé, moins on est à risque, puisqu'il prend des éléments négatifs comme l'absence de symptômes, des symptômes modérés, l'absence d'hypotension. Donc plus on a de points, mieux on va. Ainsi, dans cette classification de risque, bas risque au risque, on peut rajouter le score de masque supérieur ou inférieur à 21. Le bilan biologique, il est assez standard, je ne vais pas m'étaler. Les hémocultures, j'insiste, je vais le répéter plein de fois. Vous n'allez pas être trop amené à en faire. Enfin, je ne sais pas s'il y a des personnes qui travaillent en dispensaire, mais ça peut arriver. Les hémocultures, c'est 4 d'un coup, dans la même ponction veineuse, 10 ml chaque fois, ce qui va faire 10, 20, 30, 40 ml, ce qui permet d'avoir une très bonne sensibilité des hémocultures. C'est pas la peine d'en faire plus ou avec plusieurs ponctions veineuses, c'est 4 d'un coup bien remplis. Plus on les remplit, les flacons, plus c'est positif. Nous, on a conseillé, ça c'est une page de l'antibioguide que je révèle en avance, qui n'est pas très lisible, je vous l'accorde, où on donne les consignes de prélèvement des hémocultures. L'imagerie pulmonaire, donc la radio pulmonaire ne sert à rien, c'est pas la peine d'en faire. Si vous avez des signes respiratoires ou si la neutropénie est longue, c'est le scanner sans injection directe. Les antibiothérapies, c'est assez simple et finalement ça n'a pas beaucoup changé depuis des années. Le patient bas risque, il doit absolument être évalué. Alors ça, voilà, des fois c'est un peu coincé, mais l'idée générale c'est qu'il soit évolué à l'hôpital, où il a ses prélèvements, il est surveillé 4 à 6 heures et il a une antibiothérapie assez simple, enfin du moins Péros, associant amoxicilline acide clavulanique et ciprofloxacine. Pas de fluoroquinolone s'il a été exposé dans les 6 mois au fluoroquinolone. Ensuite, il est réévalué, donc ça c'est le pas grave, il reste 4 heures aux urgences, il va bien, il rentre chez lui, il est réévalué à 48-72 heures, et s'il s'aggrave, il est hospitalisé. Peut-on autoriser les antipyrétiques? Oui, avec des consignes, prendre la température avant, et évidemment, toute personne qui est seule ou qui n'est pas capable de se surveiller correctement doit rester à l'hôpital. Le patient à haut risque, ça c'est du pio, cyanique, un bacille gram négatif à la coloration de grammes. Lui doit être traité par une antibiothérapie intraveineuse couvrant le pseudomonas, donc en premier la céphépime, en deuxième la tazocilline et éventuellement de l'imipénem s'il a des facteurs de risque de bêta-lactamase à spectre élargi. Il ne faut pas utiliser le ceftazidime ou Fortum, qui est très actif sur le pseudomonas, mais il a un gros trou sur le pneumocoque. Et il ne faut pas oublier que le neutropénique fébrile, évidemment, il va faire du piocyanique, mais il ne va pas s'enlever le droit de faire une pneumopathie à pneumocoque. Et on conseille des associations si le patient est grave ou s'il y a des portes d'entrée particulières. L'allergique aux bêta-lactamines, donc ça c'est pénible, il y a une grande campagne anglo-saxonne, je ne suis pas sûre qu'il y ait l'équivalent en France. C'est drop the label, c'est-à-dire enlever l'étiquette allergique à la pénicilline. Parce que nous, je pense qu'il y a un patient sur 3 qui est allergique à la pénicilline, et c'est comme vous, hein, quand on le réinterroge, c'est quand il était petit, il a eu une antibio, il ne se rappelle plus lequel, et puis il a eu un bouton. Donc il faut essayer de délabelliser, ce qui n'est pas facile, hein, théoriquement, délabelliser, enfin, désétiqueter une allergie à la pénicilline, il faut une structure pour le faire correctement. Les allergies croisées sont peu fréquentes, ainsi ceux qui sont allergiques à la pénicilline ont peu de risque d'être allergiques aux céphalosporines. Par contre, les allergiques aux céphalosporines ont plus de risque d'être allergiques aux pénicillines. On passe. Si la fièvre persiste à 48 heures, on élargit le bilan biologique, on renouvelle les hémocultures, 4 flacons, et on escalade l'antibiothérapie, mais gentiment. C'est-à-dire que s'il est stable cliniquement, on ne sort pas de suite les antibiotiques de 2e et 3e ligne, voire les antifongiques. La durée, c'est toujours sujet de discussion sans fin à l'hôpital. Toutes les durées d'antibiothérapie ont tendance à se raccourcir, quelle que soit l'infection. Globalement, c'est 7 jours et ou 48 heures après la sortie d'aplasie. Voilà la SPILF qui s'est quand même mouillée sur les durées d'antibiotiques. Donc 3 jours
chez un neutropénique fébrile qui sort rapidement d'aplasie et qui n'a pas de signe de gravité. Plutôt 7 jours chez un aplasique fébrile qui aurait par exemple une bactériémie apiocyanique. Ça va? On passe, c'était bref, mais bon, voilà. Les idées les plus importantes, j'ai essayé de vous les faire passer. Le sepsis, ça m'a semblé intéressant de vous en parler. On va pas parler d'antibiotiques précisément, mais donc c'est le professeur Rémi Gauzy qui a présenté en avant-première, avant que ça sorte, parce que ça n'a pas été encore relu, les recommandations HAS sur la prise en charge du sepsis. Partant du principe que le sepsis tue beaucoup et qu'il est complètement méconnu de la population générale, l'HAS a décidé d'écrire un PNDS sur le sepsis du pré-hospitalier au post-hospitalier, même assez tardif, puisqu'à peu près 30% des patients qui ont un sepsis ont des séquelles de leur sepsis neuropsychologique ou social ou physique. La définition du sepsis, alors c'est un peu... Finalement, c'est assez trivial, mais il y a quand même une définition qui a été écrite et posée en 2016. Bon, il y a l'infection, dont on ne parle pas, mais qui est la base. Le sepsis, c'est une réponse immunitaire dysrégulée de l'organisme à une infection. C'est-à-dire qu'il va y avoir une dysfonction d'organes. Elle est calculée par un score qui est un score de réanimation qui s'appelle le score SOFA, qui est un score hyper complexe qui n'est utilisé que pour faire les publications et les séries cliniques. Mais je le cite parce qu'il a un petit intérêt, puisqu'il a été simplifié. Le choc septique, c'est une infection plus une défaillance hémodynamique nécessitant des amines vasopressives et ou une lactatémie supérieure à 2. Dans ce contexte-là, il a été développé un score qu'on a repris, qui est discuté, mais on l'a quand même gardé parce qu'on nous a conseillé de le garder, qui s'appelle le QuickSOFA, qui est un score hospitalier, dispensaire, préhospitalier, qui associe deux items cliniques. Je crois que... voilà, il est après. Donc c'est une simplification du grand score SOFA de réanimation, qui est un score complexe, où il n'y a que 3 critères. La fréquence respiratoire strictement supérieure à 22, le Glasgow inférieur à 13 ou la pression artérielle systolique inférieure à 100 mm de mercure. S'il est supérieur ou égal à 2, il faut appeler le réa. Donc c'est assez simple, nous on l'a essayé de le diffuser à nos internes, à nos infirmiers. Ça permet d'éviter d'arriver trop tard sur une défaillance d'organes et de remplir ou de débuter trop tard les amines. Il y a des dissidents au score SOFA et qui disent qu'il ne faut plus l'utiliser, mais enfin nous on l'utilise quand même, et certains l'utilisent et c'est assez pratique et il est bien accepté dans l'hôpital donc on l'a gardé. Il y a aussi le temps de recoloration cutanée, moi je l'avais appris que pour l'enfant mais finalement il est aussi validé chez l'adulte. Donc vitropression de la pulpe de l'index 10 secondes, le temps de recoloration cutanée doit être inférieur à 3 secondes. S'il est supérieur, c'est un signe d'hypoperfusion périphérique et c'est directement corrélé à une lactatémie supérieure à 2. Donc c'est hyper précieux, surtout en milieu isolé. Donc voilà les recommandations HAS, le format qu'elles vont avoir. Elles ne sont pas finies, elles sont en cours de relecture, du moins elles étaient en cours de relecture en octobre. Elles ne sont pas encore sorties. Donc il y a 3 axes. La prise en charge du sepsis en amont des urgences, aux urgences, en réa ou à l'hôpital et en post-aigu. Je vais que parler je vais vous sortir quelques recommandations qui vont probablement être validées pour le pro-hospitalier. Alors il y a des trucs, ça semble simple, hein. Donc, la recommandation, je crois que c'est la première, va être de lister les patients qui sont à risque de sepsis. Donc, je vous rappelle, hein, c'est le patient infecté qui va être à risque d'avoir une défaillance d'organes. Donc, évidemment, c'est tous les patients qui sont immunodéprimés et ou les âges extrêmes de la vie et les situations particulières comme les grossesses. Ça, c'est la recommandation... Ah non, ça, c'est pas une... Ah si, c'est la recommandation numéro 2. C'est juste pour vous embrouiller encore plus sur les scores de gravité. Puisqu'il y a un autre score de gravité qui est le score ambulatoire anglais, qui est super, qui a été un peu laissé de côté, puisqu'il a intégré la SAT, et à l'époque c'était un peu difficile d'avoir la SAT en ambulatoire. Mais maintenant qu'il y a eu l'épidémie Covid,
Les saturomètres ambulatoires se sont quand même beaucoup diffusés. Donc c'est un score qui est tout à fait valable. Peut-être qu'on l'intégrera. Il intègre l'âge supérieur à 65 ans, température supérieure à 38, toujours la SAT inférieure à 95%, les troubles des fonctions supérieures et la systolique inférieure à 100. Donc il y en a 2 qui étaient déjà dans le Quick SOFA. Et celui-là, c'est supérieur ou égal à 3. Donc il faut en choisir un. Les 2 sont bien. Ou le temps de recoloration cutanée, comme vous voulez. Après, il y a d'autres recommandations qui sont assez... donc, quand il y a un sepsis, donc une infection avec une défaillance d'organes, CRP, PCT, on s'en fout, hein, on n'en est plus là, il faut aller vite. Si l'infection est suspectée cliniquement ou cliniquement documentée, et si on peut, si ça ne fait pas perdre de temps pour débuter l'antibiothérapie, on fait des prélèvements bactériologiques. Je passe sur les vaccinations. Ça, c'est la recommandation numéro 10, qui est une recommandation de formation en préhospitalier, sachant que seulement 8% des médecins généralistes étaient capables de donner la définition du sepsis et 65% la définition du choc. Le Quick SOFA était connu que de moins de 30%. Par contre, 60% se jugeaient compétents pour reconnaître un sepsis et beaucoup de médecins généralistes interrogés en France en 2017 souhaitaient qu'il y ait une formation théorique ou pratique sur le sepsis. Ça, c'est des recommandations qui sont assez, je trouve, ils ont quand même tranché. Donc, recommandation 20, chez un patient ayant une infection suspectée ou documentée hors contexte palliatif. Vous voyez la suite qui va arriver à la recommandation 21. Il n'y a pas d'alternative à l'hospitalisation immédiate en cas de suspicion de sepsis. Bon, ça semble trivial, mais ça a été écrit. Par contre, les GIR 1 et 2, bien se poser la question avant de les envoyer à l'hôpital. Ça, c'est plus aux urgences, mais bon, des fois, on est sur plusieurs sites à la fois, vous et nous. Donc, l'antibiothérapie, c'est 3 heures s'il y a un sepsis, 1 heure s'il y a un choc. Sinon, il y a une augmentation de la mortalité. La PCT, la procalcitonine, n'a pas d'intérêt, oublions-la. Après, la durée de traitement, comme je vous le disais, c'est pas parce que les gens sont graves que les traitements vont être longs, c'est plutôt inférieur ou égal à 7 jours. Et ça, c'est nous, c'est la désescalade rapide, si on a utilisé des antibiotiques à large spectre au départ. Ça, c'est une adaptation de la Survival Septic Campaign, qui est une campagne américaine de traitement du sepsis. Ce qui a été acté, c'est qu'on remplit avec des cristalloïdes. Dans la recommandation américaine, c'est 30 ml kilo. Là, c'est marqué à l'appréciation du clinicien. La noradrénaline doit être précoce. Les corticoïdes sont utilisés sous forme d'hémisuccinate d'hydrocortisone s'il y a des fortes posologies de noradrénaline. La surveillance du remplissage se fait par échographie cardiaque. Et évidemment, s'il y a un cathéter infecté ou un abcès, son contrôle doit être rapide. Ça, c'est ce que je vous disais, c'est après. Donc, les sepsis, 20% s'en sortent avec des troubles cognitifs. C'est une information qu'on n'a pas forcément en tête. Donc ils ont donné tout un tas de consignes. Parfois c'est un peu énervant parce que en gros il faut un kiné pour 4 malades et tout ça, mais en fait c'est bien que des experts l'aient écrit pour après aller éventuellement réclamer des effectifs corrects. Et ça c'est ma dernière diapo, c'est pour vous dire à quel point les Anglais ont décidé de communiquer dans la population générale sur le sepsis. Donc ils ont pris des gens, ça j'ai pris sepsis à la campagne, parce qu'ils ont sepsis de l'enfant et sepsis à la ferme. Non, voilà, donc ça m'a semblé adapté à notre brousse. Donc voilà, il y a 2 personnes de la ferme qui disent que c'est pas parce qu'ils sont costauds qu'en gros ils peuvent pas avoir de sepsis. Je vous remercie. Bonsoir, merci d'être venu. Du coup, moi, je vais vous faire juste un petit cas clinique assez rapide pour la mise en application de l'antibioguide. C'est un cas d'une patiente que je suis pour un lupus cutanéo-articulaire. Elle a 17 ans et elle vient en hôpital de jour il y a 3 semaines. Et j'ai ces lésions au niveau des mains. Qu'est-ce que vous évoquez? Oui, tout à fait. Quelqu'un peut décrire les lésions?
Qu'est-ce que vous voyez? Oui. Vous avez les sillons ou pas? Un petit peu, oui. Ok. Quelle est votre démarche diagnostic? Est-ce que la clinique suffit? Oui. Très bien. Et votre prise en charge? Les deux? Oui, les deux. D'accord. Ok, donc sur l'interrogatoire, c'est vrai qu'il faut donc rechercher. On n'a pas forcément les lésions spécifiques. Et l'élément qui va vraiment nous orienter, c'est le prurite qui est nocturne. Un contexte épidémio avec une notion de comptage au domicile et la topographie des lésions qui est assez typique. Chez l'enfant, on a souvent une atteinte palmoplantaire et il peut y avoir aussi des atteintes au niveau du cou derrière et puis au niveau du visage. Donc là, je vous ai remis quelques petites images de dermato où là, on voit un très beau sillon. Et puis après, des petites vésicules perlées ici, là, donc dans les zones qu'on connaît à risque. Donc là, au niveau aussi des organes génitaux externes, il faut vraiment les déshabiller complètement pour rechercher nos lésions autour du nombril au niveau des organes génitaux externes. Ça, c'est pour les petits, donc ce qu'on disait avec l'atteinte plantaire du nourrisson. Ils peuvent être très algiques dessus. Donc au niveau de la démarche diagnostique, on l'a dit, c'est surtout la clinique. Après, donc les dermatologues ou certains dispensaires ont des dermatoscopes où ils pourront voir le signe du delta, qui est en fait la partie du corps du sarcopte qu'on voit souvent en bout de sillon. Il existe maintenant aussi des dermatoscopes ultraviolets qui permettent de mieux voir les lésions. Donc voilà, là ça reprend un peu tout ce qu'on a dit. Donc la prise en charge thérapeutique, ce qui est bien, c'est qu'on a des recommandations toutes récentes qu'on a pu du coup mettre à jour sur l'antibioguide. C'est la Société française de dermatologie qui s'est prononcée notamment pour la femme enceinte, les femmes allaitantes et également les enfants de moins de 15 kilos. Qui permet du coup de simplifier la prise en charge de ces patients. Et on est pas mal confrontés sur le territoire, donc on pensait que c'était important de refaire le point sur cette recommandation. Je vous ai mis le lien avec l'algorithme des recommandations qui vous amène directement à cette première page où en fait vous pouvez sélectionner voilà, dans quel cas vous vous présentez avec le poids du patient ou son âge et vous accédez directement à la recommandation adaptée à votre patient. Si vous êtes sur des gales profuses ou bien, ça c'était aussi les cas de collectivité, il y a tout, donc il y a l'algorithme avec les liens qui vous emmènent aux recommandations. Ils vont vraiment loin dans les... Je vais vous montrer, donc ça c'est les cas particuliers. Également, lorsqu'on allaite, les petites recommandations par rapport au niveau thérapeutique, cytopique antiscabieux, tirer puis jeter le lait, des petites choses pratico-pratiques. Voilà. Les modalités d'administration des traitements topiques, parce que quelquefois on s'y perd un petit peu, et comment, pour qui. Avec l'application à J0, puis le renouvellement entre J8 et J14. Donc quelquefois c'est un peu la guerre, il y en a qui se disent non, c'est à J7, pas à J14, donc peu importe en fin de compte, entre J8 ou J14. Ce traitement-là, dans les recommandations, vous verrez, il le favorise parce qu'il est bien mieux toléré chez les enfants. Donc les petits, alors c'est plutôt le benzoate de benzyle qu'a l'AMM chez le petit, alors que celui-ci ne l'a pas. Mais en fin de compte, cet avis d'expert valide le traitement de ce traitement topique chez le tout petit, avec une meilleure tolérance, et il le préconise vraiment pour les enfants jusqu'à 1 an. Voilà, et ce que je trouvais pas mal, c'est trouver la bonne dose par rapport pour les enfants. Donc benzoate de benzyle, donc un peu plus irritant
hein, voilà, mais qui reste un traitement topique dans les premières intentions. Ça, c'est les mesures associées. Ils reprennent tout, bien en détail. C'est pas mal. Voilà. Après, je voulais juste revenir sur une petite chose. La nouveauté aussi, c'est qu'ils valident l'ivermectine sur, vous savez, les comprimés. Le problème, c'est qu'on a des comprimés à 3 mg, donc à partir de 15 kg, parce que c'est un comprimé pour 15 kg. Et là, en fait, ils expliquent comment on peut adapter le traitement pour moins de 15 kg. Et ils le valident, donc avec 3 types différents. Je vous laisse aller voir l'antibioguide pour trouver ces informations. Mais en gros, la plus safe, c'est de faire en préparation magistrale par le pharmacien. Donc j'en ai déjà parlé à la pharmacienne de l'hôpital qui va relayer l'information. Parce qu'il va y avoir probablement beaucoup de demandes dans les suites. Voilà, donc on revient à notre patiente. 3 jours plus tard, elle revient après le traitement et nous avons 2 types de lésions différentes. Est-ce que vous pouvez me nommer les choses? C'est assez simple, hein. Donc, un début d'abcès. Et là, on a un impétigo. Donc j'ai fait exprès de faire les cas dermato sur peau noire parce que c'est toujours un peu plus compliqué et on y est pas mal confronté sur le territoire. Donc pareil sur l'antibioguide, donc il n'y aura pas de grande révolution dans les infections cutanées. Ça reprend, on se base sur les recos HAS de 2019 qui étaient déjà sur notre antibioguide précédent. Donc là, je vous reprends donc abcès cutané, impétigo. Donc c'est des lésions qui sont dues principalement pour les abcès cutanés, c'est souvent du Staph aureus. Et pour l'impétigo également, avec quelquefois du strepto associé. Les abcès aussi. Hein. Sur les traitements, on va aller sur de la dalacine localement. C'est 5 jours après drainage, incision, la durée de traitement. Et pour l'impétigo, ça dépendra un petit peu de la forme. Après, ce qui est important, c'est de bien faire la décolonisation à Staphylococcus aureus. Ce qui est important, c'est que tout le monde dans le foyer le fasse en même temps, même si la femme ou les enfants sont asymptomatiques, il faut que tout le monde fasse cette décontamination à J0 au même moment. Il faut la débuter une fois que les lésions elles sont cicatrisées, non actives. On peut avoir des croûtes, des séquelles, mais il faut commencer après, plutôt après voilà, lésion active, parce que sinon il va se recontaminer. Elle se fait donc par mupirocine au niveau de tous les orifices. On va faire des bains de bouche à l'éludril pendant 7 jours, et puis des douches à la chlorhexidine. Et après, il y a les mesures associées aussi de toute la literie, etc. Voilà, je vous remercie. J'ai repris un peu... Enfin, vous allez voir l'histoire. Je crois que le premier était en 2010, sous la forme d'un petit triptyque en papier qu'on mettait en papier plastifié. C'était quand même une autre époque où on pouvait plastifier les documents à l'hôpital. Puisque je crois qu'il était que hospitalier d'ailleurs, ce petit guide triptyque de 2010, voire un petit peu avant. Ensuite, il y a eu les carnets à spirale. Et puis maintenant, une version quand même adaptée à notre époque. Donc on est nombreux à travailler dessus, je citerai personne. Tout est écrit. De toutes les institutions, je suis assez contente d'avoir pu fédérer toutes les structures sanitaires et on a eu et c'est encore en cours, on a un gros comité de relecture pour nous aider sur les éventuelles coquilles. La photo de garde de l'antibioguide, je ne sais pas si vous vous rappelez celle d'avant, c'était des petites boules jaunes, puisque notre angoisse c'était le staphylocoque doré. Cette année, on est plutôt axé sur la menace qui est le streptocoque, en particulier le streptocoque A. On va en reparler après. Non, pas tout de suite d'ailleurs.
Donc ça, c'était un des experts qui était en Polynésie, donc c'était pas mal parce que du coup, on a pu encore leur piquer des diapos. Ça, c'est les nombres de souches invasives de streptocoque du groupe A qui sont reçus par le CNR streptocoque chez les enfants et les adultes en France 2017-2023. Donc on voit qu'il y a une nette augmentation. Donc ça, c'est du labo. Ça, c'est du décès. C'est le nombre de mentions infection à streptocoque A sur des certificats de décès. Donc ça, c'est les mêmes années, hein, 2022-2023. Il semble y avoir une explosion du nombre de décès liés au streptocoque A en métropole pour plein de raisons hein, qui ne sont pas toutes identifiées. Donc c'est une vraie menace et on n'est pas épargné. Et en plus, on a d'autres problématiques avec le strepto A à cause de l'endémie de RA dans le Pacifique. Pourquoi un antibioguide calédonien? J'ai mis un sous-titre parce que voilà, souvent, ça peut arriver que voilà. Comme ça, c'est fait. Il y a plein d'antibioguides. Ils sont tous bien. Il n'y a aucun problème. Antibioclick, c'est super. Le Poppy, c'est très bien. Le Sandford Guide, qui est un guide américain, il est très bien aussi. Il y en a plein, ils sont tous bien. Le guide calédonien, c'est pas Antibioclick. C'est un petit peu différent. En plus, c'est un peu un organisme vivant qui parfois nous échappe. Puisque c'est plus... Au début, c'était antibiotique de première intention pour les 24-48 heures. Et puis ça a bougé. On a mis les durées. On a rajouté plein de pathologies. C'est en train de devenir un peu un espèce de guide des pathologies infectieuses de Nouvelle-Calédonie et qui va être en évolution permanente. Le format smartphone va nous permettre de mettre à jour les modifications presque pas, peut-être pas en temps réel, mais pas loin, alors que la contrainte du format papier nous obligeait à subir des recommandations qui étaient un petit peu dépassées, puisque toute la lourdeur de l'impression du format papier, bon, voilà. Donc on a essayé d'intégrer un maximum de choses, les fréquentes, les rares, les locales. Vous allez voir, il y a des petits trucs bizarres, mais bon. Ça, c'était le triptyque de l'époque, plastifié. Certains l'ont connu. Finalement, je l'ai relu, je me suis dit qu'il y a des trucs qui n'avaient pas vraiment changé. À part les durées, 7 à 10 jours, maintenant c'est fini. Hein. 7 à 10 jours, c'est 7 jours. Hein. Toutes les recos, c'est ça. Hein. Quand il y avait 14 à 21 jours, c'est 14. Tout a été revu à la limite inférieure. Ça, c'est celui de 2016, où on avait une espèce d'angoisse sur les bactéries, les entérobactéries, les BLSE, les bêta-lactamases à spectre élargi. Finalement, la menace ne s'est pas confirmée. Ça, c'était le 2020 avec le staph, puisqu'on avait une épidémie de staph aureus métillère communautaire qui était vraiment inquiétante. Et ça va être le nouveau format que vous allez pouvoir télécharger dès ce soir, qui a donc cette présentation-là, donc le streptocoque. Il y a des petites choses qui vont changer parce que on va peut-être avoir des petits ajustements à faire. Les pathologies sont listées comme suit et vous emmèneront vers un menu déroulant. Voilà par exemple. Alors le choix n'est pas judicieux puisque j'ai pris l'impétigo de l'adulte qui finalement n'est pas la pathologie la plus pertinente. Donc vous aurez une entrée pathologie cutanée, enfant adulte, le type de pathologie, les morsures, les furoncles, les dermohypodermites, et ensuite les conseils d'antibiothérapie ou de non-antibiothérapie. Hein. Parce que c'est aussi ça l'intérêt du guide, c'est quand même d'utiliser correctement les antibiotiques. Le plus, bien sûr, toujours, la base, c'est d'utiliser le bon antibiotique, mais le plus petit spectre, le moins longtemps possible, et pas d'antibiotiques si c'est pas nécessaire. Les ajustements. Alors ça, c'est pour vous reparler ce qui était venu à l'époque des antibioguides précédents. Vous vous rappelez peut-être cette diapo. Ça, c'est le pourcentage de staphylocoque doré méthicillino-résistant communautaire en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'était 2020. On avait énormément de staph communautaire, presque 40%, suite à plusieurs événements et possiblement à l'interdiction de l'acide fusidique qui favorisait l'émergence de staph résistant à la fois à l'acide fusidique et à la méthicilline. Mais il y a probablement d'autres explications. On est actuellement à 18% de fermes communautaires, donc cette angoisse-là a un petit peu diminué. Néanmoins,
après discussion avec les pédiatres, et en attendant que cette tendance soit complètement confirmée, on a laissé en première intention dans l'antibioguide des infections suspectées à Staph aureus communautaire un antibiotique qui couvre le Staph métillaire. Ça, c'est les BLSE, donc c'était notre angoisse de 2016, donc on les surveille. Ça, c'est plutôt des patients, je pense que c'est des souches hospitalières, peu importe, mais on est à peu près 6,5%, donc une menace qui reste stable. Ça, c'est une des caractéristiques de l'antibioguide, c'est que on ne fait pas du copier-coller des recommandations qui existent, on les relit, on les digère et on les ajuste à l'épidémiologie d'ici et surtout aux résistances bactériennes locales. Donc ça, c'est Escherichia coli et infections urinaires. Voilà, très régulièrement, on piste pour redistribuer l'ordre dans lequel on va donner les antibiotiques de première intention. Donc, infection urinaire à Escherichia coli, amoxicilline, moyen, quoi. Bactrim, quand même, 23% de résistance. Ça, c'est je passe. Ça, c'était aussi dans les particularités, enfin, les ajustements qu'on a fait. Longtemps, jusqu'à il y a peut-être 1 an et demi, on utilisait la benzylpénicilline à la fois pour traiter la syphilis, mais comme le gonocoque calédonien était super sensible, il était sensible à l'extensiline, donc on se permettait avec l'extensiline de traiter les deux, sous surveillance très rigoureuse de la sensibilité du gonocoque, parce que toutes les recommandations c'était ceftriaxone. Et comme on avait cette espèce de souhait de pas gaspiller les céphalosporines de 3e génération parce qu'elles sont hyper pourvoyeuses de BLSE, tout comme les fluoroquinolones d'ailleurs, on a tenu bon, et puis là, bon bah ça y est, c'est fini. Le gonocoque local, il a bougé, il est trop souvent résistant à la pénicilline pour qu'on prenne le risque. Donc nos recommandations ont changé, et on s'est rallié aux recommandations nationales d'utiliser la ceftriaxone. Il y a des points de friction tout le temps. Comme on est plusieurs à décider, eh ben, on n'est souvent pas d'accord. Dès qu'il y a un nouveau, eh ben, il a la dernière reco. Donc on doit faire des choix. Alors ça, c'est peut-être un peu spécifique, mais peut-être le plus près de la médecine libérale, c'est le Clostridium difficile. Les recommandations de l'ESCMID, c'est la Société européenne de maladies infectieuses, c'est d'utiliser en première intention le Difficlear. Vous verrez le prix après, pour tout patient. On a choisi de ne pas le mettre en première intention contre les recos et d'utiliser le traitement de 2e intention qui est la vancomycine. Alors les recommandations de l'ESCMID, c'est des super experts, ils font que ça, donc c'est des choix difficiles. Néanmoins, c'est pas de l'evidence-based medicine, il n'y a aucune étude qui a prouvé que c'était mieux, donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, puis il y en a d'autres dont on pourra discuter. Les particularités calédoniennes, alors il va peut-être y avoir des surprises, non ça va. La leptospirose, bon évidemment, c'est presque facile quand on est là depuis longtemps. Je pense que les médecins, avec l'énorme turnover qu'il peut y avoir dans les dispensaires de la côte Est, c'était pas inutile de faire un rappel. Il y a un rappel sur les traitements, bon ça c'est simple, et il y a un rappel sur les J de prélèvement. Donc de J1 à J7 c'est la PCR, ensuite c'est la PCR urinaire, et après J7 c'est plutôt la sérologie. Il y a une autre particularité calédonienne, enfin c'est plutôt Indonésie, Queensland et Nouvelle-Calédonie. C'est la mélioïdiose, il n'y en a pas un Nouméa, hein, c'est point d'imier. En général, elles arrivent toutes de là. Néanmoins, il faut y penser, donc on a traité le sujet. Il ne sera pas traité d'antibioclite, par exemple. Donc c'est notre guide, et il a comme mission à la fois d'être utile aux médecins généralistes en libéral, d'être utile aux médecins qui vont travailler en dispensaire, d'être utile aux médecins qui vont arriver à l'hôpital ou aux urgentistes et ou aux internes. C'est pour ça qu'il a une mission un peu plus large. Ça, c'est pareil, c'est un score qu'on a mis en place, je crois, il y a 2 ans et qu'on a diffusé concernant la leptospirose. Donc, c'est un score préhospitalier pour orienter correctement le patient qui va potentiellement se dégrader. On a utilisé un score australien qui s'appelle le score Spiro, qui allie des trucs cliniques, à savoir... Ah, tiens. La tension artérielle systolique inférieure à 10,
une oligurie. Alors ça, c'est pas facile, hein, l'oligurie, mais néanmoins, quand on y réfléchit, c'est pas impossible de surveiller, de demander au patient combien il a pissé sur les dernières heures. Les Australiens, je pense qu'ils sont forts sur ça, meilleurs que nous. Et l'auscultation pulmonaire anormale, ça semble nul, ce signe. Auscultation pulmonaire anormale. Néanmoins, il y a un point pour chaque. Et le score, il est assez drastique. Hein. C'est-à-dire, si on a un score Spiro strictement supérieur à 1, il faut rapprocher le patient d'un centre hospitalier disposant d'une réanimation. S'il n'y a aucun critère des critères précédents, le patient peut être surveillé là où il est, mais dans quand même une structure sanitaire. Et évidemment, s'il est grave, bon ben... Donc c'est cette partie-là qui est intéressante, parce que ça permet de dépister rapidement la leptospirose qui va se dégrader. Les nouveautés, bon, alors, voilà, on l'a mis, parce qu'on a eu la question, et quand on a la question et qu'on est en train de faire autre chose, et qu'on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la bouche du requin? Eh bien, la question est traitée dans le particulier, le guide Sandford, là, le guide américain, elle est traitée, donc c'est simple, hein. C'est morsure de requin, ceftriaxone, doxycycline. La doxycycline, ça va peut-être vous rappeler une épidémie cutanée qui a sévi ici, il y a je ne sais plus combien de Vibrio vulnificus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des gens qui avaient soit mangé des crustacés, soit qui s'étaient blessés dans l'eau de mer et qui avaient développé des sepsis graves. Le taux de mortalité, je crois, était de 70%. Il y a eu 5 ou 6 cas. Donc c'est le Vibrio qui est présent dans la bouche du requin et qui explique que ça soit associé à l'antibiotique de première intention. On a rajouté la gale, Émilie en a parlé parce que pour 2 raisons. Ah ben voilà. À cause de la gale et probablement à cause de ça. On a rajouté aussi le RAA qui n'était pas du tout traité dans l'antibioguide. On nous l'avait pas reproché, mais on nous avait dit que ça serait bien de le traiter. Alors c'est compliqué le RAA, on a essayé de simplifier. Enfin... Pour être honnête, je ne l'ai pas encore rentré dans l'antibioguide parce que j'ai pas eu le temps, mais vous avez les diapos. Donc on a simplifié tous les critères de Jones modifiés. Bon, vous les connaissez, mais en fait, on les connaît jamais vraiment. Hein. Il faut souvent y revenir pour voir un petit peu qu'est-ce qui est où. Ce d'autant qu'il y a 2 populations dans les recommandations australiennes et européennes de cardiologie. Il y a la population à haut risque et à bas risque. Donc quand on regarde les recommandations australiennes, la population au risque, en gros, c'est la population du détroit de Torres et la population aborigène. Et ici, ben la SS a tranché, c'est la population océanienne égale population à haut risque de RAA. Donc la stratification ici, elle se fait comme ça. Le traité, alors le RAA, il y a 3 parties. Hein, traiter la crise, bon ça c'est facile. Hein, il faut éradiquer le portage du streptocoque A. Donc je passerai sur ça parce que finalement c'est ça le problème. C'est l'infection cutanée probablement. Si votre patient est sous extensiline, imaginons un jeune qui est sous extensiline tous les 28 jours pour son RAA et qui fait une angine, est-ce que vous lui traitez son angine par antibiotique? En fait, ouais, ça dépend. Ça dépend, il y a combien de temps qu'il a fait son extensiline. S'il a fait son extensiline il y a moins de 7 jours, il a encore des doses de pénicilline suffisantes dans son organisme pour éradiquer le strepto-A. Donc c'est une angine d'autre origine. Après, ça ouvre le débat du streptotest dont je n'ai pas la réponse. Si par contre il a fait son extensiline il y a plus longtemps, il a encore suffisamment d'extensiline pour le protéger des réveils immunitaires du RAA, mais pas assez pour éradiquer l'angine. Donc voilà. Ensuite, l'antalgie, elle est classique, paracétamol, tramadol ou AINS. S'il y a une cardite ou un épanchement péricardique, une corticothérapie. Et la 3e partie, donc on le reconnaît, on traite la crise et on évite la récidive. Donc c'est 28 jours, voire 21. Les gens sont incités à tenir un carnet de bord. Ils doivent faire 13 injections par an. Donc c'est pas tous les mois, enfin ça c'est pour peut-être nos internes, c'est pas tous les mois, c'est tous les 28 jours. Ceci afin d'éviter les fenêtres thérapeutiques. Toute fenêtre thérapeutique expose le patient à une réaction immunologique qui va aggraver sa cardite rhumatismale. L'extensiline, la posologie, bon ben c'est 1,2 million hein, chez l'adulte.
L'oraciline, donc ça c'est... Alors les Australiens, ça n'a pas été tranché par l'ASS, elle n'a pas franchi le pas. Les Australiens font des intramusculaires d'extensiline aux gens sous AVK. Nous, on a appris qu'il fallait pas, du coup on fait pas. Néanmoins, l'oraciline, c'est bien moins efficace quand c'est bien pris que l'extensiline tous les 28 jours. Je vous laisse imaginer l'efficacité quand c'est pas pris. Si les gens sont allergiques à la pénicilline, c'est l'érythromycine qui est encore moins efficace que l'oraciline. La grossesse, il n'y a pas de contre-indication à l'extensiline pendant la grossesse, et l'extensiline, c'est pas une contre-indication, mais passe dans le lait maternel. Ensuite, alors j'ai essayé de simplifier, mais je ne sais pas si ça vous semblait simple, parce que moi je n'arrive jamais à répondre, mais maintenant je sais. Donc, la durée. Ou jusqu'à quel âge? Donc, le plus simple. On a un RAA, certain ou très suspect, sans cardite. C'est pendant 5 ans ou jusqu'à 21 ans. Ensuite, si on a une atteinte cardiaque, ça c'est de la cotation cardiologique. C'est le cardiologue qui va dire si c'est ABCD. Si on a un RAA avec une cardite, donc on a des douleurs articulaires migratrices, plus une preuve du streptoa, plus un PR allongé ou des signes de cardite à l'échographie cardiaque, ou un cœur rhumatisme chronique, par exemple un gamin qui à l'école est détecté avec une cardiopathie rhumatismale, et en plus il a des douleurs articulaires diffuses. Dans ces deux situations-là, c'est-à-dire qu'en gros, le cœur est atteint, mais en plus il y a du streptoa pas loin, les durées de traitement sont, selon la gravité de la cardite, c'est toujours 10 ans, mais l'âge augmente. On va faire un exemple après, parce que déjà, moi-même, je me suis perdue. Si vous avez un cœur rhumatisme chronique sans RAA, c'est-à-dire dépistage échographique cardiopathie rhumatismale, mais la personne dit qu'elle n'a jamais eu mal dans les articulations, sa fratrie n'a pas eu mal dans les articulations, il n'y a pas eu d'angine, pas d'impétigo, les durées sont un peu plus courtes, en âge ou en durée, selon la gravité de la cardiopathie. Après, une fois qu'on a décidé de classer notre malade, on choisit toujours la durée la plus longue. Par exemple, c'est bientôt fini, si vous avez un enfant de 8 ans, qui serait par exemple ici, on ne va pas le traiter jusqu'à 18 ans, on le traite jusqu'à 21. On choisit toujours des deux le paramètre le plus long. Vous aurez le tableau, hein, parce que... pourquoi on a décidé de parler de ça? Pourquoi on a traité la gale? Pourquoi on traite le RAA? Pourquoi on a mis le streptocoque en tête de gondole de notre antibioguide? C'est parce qu'il semblerait que vous en avez déjà entendu parler, c'est pas encore complètement prouvé, mais l'impétigo, la gale égale impétigo, très probablement égale épidémie de RAA. Donc l'idée, c'est que s'il n'y a plus de gale, il n'y a plus d'impétigo, il n'y a plus de RAA. Je fais un raccourci, mais néanmoins, on va probablement tendre vers cette conclusion-là. Les conseils et les trucs en plus, alors on a rajouté des... les bonnes pratiques de prélèvement des hémocultures, comme je vous ai dit tout à l'heure, 40 ml, les aminosides, lequel, quelle posologie, quel objectif, les poids extrêmes, les coûts. Donc ça, c'est par exemple la page sur les aminosides, la posologie, et quand est-ce qu'on mesure le pic ou la résiduelle. Ça, c'est les hémocultures, on en a parlé tout à l'heure. On a rajouté, je ne pense pas qu'on l'avait mis, ou c'était pas très clair, la prophylaxie du splénectomisé, qu'il soit déjà splénectomisé ou avant la splénectomie. Ça, c'est les hémoc, on l'a vu tout à l'heure, 10 x 4, 40 ml. On a rajouté un lien, comme les Calédoniens sont obèses, du moins 4 sur 10, on a rajouté un lien vers ABX-BMI, qui permet de calculer les antibiotiques en situation d'obésité. Je suis d'accord, c'est plutôt hospitalier, mais méfions-nous quand même. La diapo n'est pas très lisible, mais j'ai pas eu le temps. On a aussi essayé d'intégrer un petit peu de coût du médicament. J'ai surtout mis en couleur... bon, la piostacine, c'est 1300 francs par jour. Donc quand on fait 7 à 14 jours, voilà, 7 jours, ça fait quand même une économie intéressante. Le Difficlear, c'est donc l'antibiotique qui a été recommandé par l'ESCMID, la Société Européenne de Maladies Infectieuses, pour traiter en première intention, quel que soit le terrain du sujet, les colites à Clostridium difficile. C'est... Alors, il est où? C'est 19 000 francs par jour pour un traitement de 10 jours. La vancomycine, qui est son alternative, c'est 400 francs par jour.
Donc c'est pour ça que dans l'antibioguide, on a fait le choix de mettre en première intention chez le sujet pas à risque de récidive, d'utiliser la vancomycine. Les autres, je ne vais pas détailler, c'est des antibiotiques hospitaliers. Sachant que les antibiotiques intraveineux à domicile, il y a le coût aussi de l'infirmier et des consommables. La suite, je crois que c'est fini. La suite, c'est d'intégrer les recommandations dès qu'elles sortent. Alors, la recommandation, ça, c'est les recommandations de la Société française d'ORL en partenariat avec la SPILF sur les infections ORL profondes. Eh ben, elles sont sorties aujourd'hui. Voilà, bon, donc c'est pas fait, c'est pas à jour. On aimerait toujours avoir un ou plusieurs ou un groupe de médecins libéraux dans notre comité scientifique de rédaction de l'antibioguide. Vous allez avoir plus loin le lien vers le téléchargement de l'application qui est sur le site de la DAS et également un mail si vous souhaitez nous faire des commentaires parce qu'on va peut-être être en phase d'essai pendant 3 mois. Il y aura sûrement des choses qui ne vont pas, des coquilles, des ajustements, donc il ne faudra pas hésiter à nous envoyer un message. Donc il y a 2 tutoriels selon le type de votre téléphone qui sont accessibles sur antibioguide.gouv.nc qui vous permettront de télécharger l'appli. Et je crois que c'est fini. Voilà, et ça, ce sera le mail, mais le mail, il sera directement à la fin de l'appli. Voilà, je vous remercie de votre attention.